Bonsoir à tous et bienvenue à ce 19h30. Les membres du gouvernement ont approuvé la création de l'Agence nationale pour les prestations aux établissements scolaires publics à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 15 avril 2020. Un nouveau cadre qui vise la correction des dysfonctionnements et l'amélioration des performances du système éducatif béninois. Le port de masque est depuis quelques jours obligatoire en tout lieu dans les localités du cordon sanitaire. Les plus adaptés restent ceux vendus dans les pharmacies et subventionnés par le gouvernement. Force est de constater que le stock fait parfois défaut dans ces officines. Et puis, Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, était ce mercredi sur le plateau rupture en 4 le temps des moissons. Il a présenté les avancées enregistrées au niveau de son département après 4 années d'exercice de pouvoir par le président Talon. On démarre cette édition avec le Conseil des ministres de ce mercredi. Parmi les décisions prises figure le projet de décret portant création et approbation des statuts de l'Agence nationale pour les prestations aux établissements scolaires publics. Une réforme qui vise à rendre plus performant le système éducatif béninois. Je vous invite à suivre le ministre Alain Roula pour plus de précisions. L'état des lieux du secteur éducatif affiche des différences de performance entre les établissements du public et ceux du privé, généralement administrés avec plus de rigueur, crédités par ailleurs de meilleurs taux de redoublement ou de réussite aux différents examens. Plusieurs raisons justifient ces constats, au nombre desquels la situation géographique de ces établissements privés, un meilleur encadrement avec plus d'obligations de résultats. Or, dans le public, en dehors des enseignants agents de l'État, le recours aux enseignants vacataires et communautaires n'a pas souvent été fait avec la rigueur requise, ce qui explique en partie les contre-performances enregistrées. En effet, cette situation se caractérise, entre autres, par l'absence d'un processus de recrutement formel doublé de celle d'un profil clairement défini pour le métier ou d'une formation adéquate des vacataires communautaires. L'absence de prise en charge sociale de ces catégories d'agents, ce qui induit une certaine précarité. Le manque de suivi réel de ces catégories d'enseignants, aucun texte ne régissant leur emploi. Dans le but de corriger ces nombreux dysfonctionnements et d'accélérer l'amélioration des performances du système éducatif béninois, un nouveau cadre a été conçu s'agissant du mode de recrutement et de gestion des établissements scolaires, primaires et secondaires générales, ainsi que des ressources humaines chargées de les animer. Le dispositif consiste à confier la sélection, la mise à disposition et la gestion d'une partie du personnel enseignant non agent de l'État à des agences de placement. En ce qui concerne les établissements scolaires, certains d'entre eux passeront à titre expérimental sous la responsabilité de gestionnaires privés. Ces établissements et leurs infrastructures demeurent toutefois la propriété de l'État et les frais d'inscription restent identiques à ceux des autres établissements publics. L'objectif poursuivi est de permettre par ce mécanisme l'implémentation des bonnes pratiques qui font la réputation des établissements privés bien gérés et d'en favoriser le bénéfice aux apprenants du public sur toute l'étendue du territoire national, sans considération de leur localisation géographique. C'est pour assurer la coordination de ce nouveau dispositif que le Conseil a approuvé la création de l'Agence nationale pour les prestations aux établissements scolaires publics ANAPES, placée sous la tutelle de la présidence de la République.
De lutte contre le Covid-19 à présent. Dans ce cadre, le ministère de la Santé a enregistré dans la matinée de ce jeudi d'importants dons de matériel d'une valeur de 200 millions de francs CFA offerts par la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS et une somme de 15 millions de francs CFA offerts par la structure financière Sonybank. La cérémonie de remise donc a eu lieu au ministère de la Santé. Sensibles aux efforts fournis par les autorités béninoises dans la lutte contre le coronavirus, des personnes morales, publiques et privées manifestent de plus en plus un élan de solidarité à l'endroit du gouvernement. Ceci à travers des apports financiers et des intrants médicaux à l'endroit du ministère de la Santé. La Caisse nationale de sécurité sociale, organisme de prévoyance sociale, appréhende la Covid-19 comme un risque social. Un événement qui menace la santé des travailleurs salariés, celle de leurs conjoints et enfants, mais aussi un événement qui menace leurs revenus professionnels. 15 millions de francs CFA sont offerts par la structure bancaire Sonybank comme appui financier et des dons de matériel d'une valeur de 200 millions de francs CFA par les autorités de la Caisse nationale de sécurité sociale. En tant que banque au service du peuple béninois et convaincu de notre mission de contribuer au développement du Bénin, la Sonybank Bénin a décidé de vous soutenir, l'effort du gouvernement en mettant à votre disposition un chèque d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Nous souhaitons que notre modeste apport puisse contribuer comme plusieurs autres à lutter efficacement contre la pandémie du coronavirus. La Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale a décidé de contribuer à l'effort national par l'acquisition d'intrants sanitaires d'une valeur de 200 millions de francs CFA par le biais de la centrale d'achat des médicaments essentiels CAME pour soutenir l'action du gouvernement. Heureux de cet élan de générosité, le directeur du cabinet du ministère de la Santé exprime au nom du peuple béninois sa gratitude aux donateurs. Nous voudrions vraiment les remercier pour avoir compris cet appel du gouvernement et avoir adhéré à cela. Je voudrais encore une fois vous rassurer que ce matériel qui est livré déjà à notre possession, on en fera bon usage et que ces matériels vont vraiment aider à la riposte nationale qui est actuellement en cours. Ces successions de dons témoignent de l'engagement des structures étatiques à accompagner le gouvernement dans ses multiples actions de lutte contre cette pandémie. Les masques est l'un des moyens de prévention contre le Covid-19 et depuis que le gouvernement a exigé le port de masques, on observe plusieurs types dans la circulation avec un mode d'emploi diversifié. À cet effet, une de nos équipes de reportage a fait une descente dans les rues de Cotonou. Voici leur constat. Les masques de protection sont au centre de toutes les attentions en ce moment où l'épidémie provoquée par le Covid-19 bat son plein. Dans les rues de Cotonou, on observe plusieurs types de masques. J'ai porté le masque pour protection à cause de coronavirus. On m'a donné ça comme ça, j'ai porté comme tout le monde. On m'a dit de porter ça, mais j'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans le pays et puis on a dit de porter. On m'a expliqué comment je vais utiliser ça, donc j'ai porté ça. Pour mieux protéger les ouvriers, des structures vont même jusqu'à confectionner d'autres types de masques pour les employés. C'est l'entreprise qui nous a offert ça. Si on avait les masques de la pharmacie, mais on nous a offert ça là. On a plusieurs, donc on change ça. Ça se passe comme on a l'habitude de se porter ce masque. Mais l'autre, quand on utilise, on jette. Ça là maintenant, on utilise en rentrant à la maison, on lave ça avec javel, tout et tout. Et le lendemain, on peut reporter encore. Lorsqu'on parle de masques, on en distingue deux sortes. Ceux de type chirurgicaux et ceux de protection respiratoire, encore appelés masques à filtre de particules. Mais certains utilisateurs ignorent les variétés, même si d'autres, par contre, s'efforcent de comprendre l'intérêt de son usage. Si tu n'as pas le virus, il faut porter ça comme ça, le blanc, le filtre là reste dehors. Maintenant, là, si le virus vient, le filtre le garde ici. Maintenant, si tu es celui qui est malade, le porte à l'envers.
ça veut dire le filtre à l'intérieur. Les cache-nez sont classés par ordre d'efficacité. Et les cache-nez qu'on appelle FFP2 sont les cache-nez qui sont indiqués pour les soignants. Parce que les pores sont très serrés, très fins. Les cache-nez qui suivent, c'est les cache-nez, les masques chirurgicaux. Donc ils protègent, mais les pores ne sont pas aussi fins que les cache-nez FFP2. Mais les cache-nez en tissu viennent en dernière position. Et vous voyez bien que quand vous avez un cache-nez en tissu, ça peut quand même arrêter ces gouttelettes-là. Puisqu'ils sont en tissu, il faut les relaver. Et il faut peut-être en avoir plusieurs pour pouvoir les alterner et les nettoyer correctement avec de l'eau de javel. La mesure sociale de lutte contre le Covid-19 impose le port des masques. Mais le respect des prescriptions de son bon usage demeure nécessaire pour les utilisateurs. Il faut dire que les masques adaptés à ces mesures de prévention sont ceux vendus dans les pharmacies. Une équipe de notre rédaction a fait un tour dans quelques pharmacies à Cotonou, à Abomey-Calavi et Zé pour constater la disponibilité de ces produits. Suivez. À Cotonou, à Abomey-Calavi et Zé, le constat est le même dans les pharmacies en matière de disponibilité des masques chirurgicaux. Les pharmacies se trouvent en rupture de produits quelques heures après l'ouverture. Ici, nous en disposons des masques, mais c'est fini, les clients sont venus manquer ça. Dans les pharmacies, non, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'on vient, on veut acheter, il n'y en a pas. Et il y a un nombre limité qu'on te vend. Quand les clients viennent, on parle de masques, ils sont souvent enragés même contre nous, mais on n'a pas de choix. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de famille, il n'y a personne. C'est deux ou rien. On les sait les deux, ils les prennent, mais ils ne sont pas contents. Selon les vendeurs, les clients veulent acheter en masse les masques chirurgicaux bien plus que leurs besoins réels, ce qui accentue l'impression de pénurie momentanée. Je sortais avec mes enfants, ils sont au moins 3, en plus du père et de la mère, et on nous donne 2 masques. J'ai vu que ça ne suffisait pas. J'ai été obligé de me débrouiller avec un mouchoir pour satisfaire les enfants. 2 masques, là, des fois, ça ne suffit pas. Le ministre m'a dit que c'est 2 ou rien. On dit aussi aux clients de faire les suggestions en haut là-bas pour voir si des jours à venir, si on peut essayer de rajouter. Pratiquement, je ne sors pas. C'est une nécessité de service qui m'a obligé à m'approvisionner. Sinon, je suis à la maison. Mais ça dépend des activités de l'individu. Je pense que les 2 me suffisent largement. Quotidiennement. Ils disent qu'ils veulent payer également pour leurs enfants à la maison, bien pour leurs femmes. Et on leur explique que les enfants doivent rester à la maison et que quant aux femmes, elles doivent passer elles-mêmes pour chercher. Soit c'est un masque, soit c'est 2 masques. Aucun client ne peut en acquérir plus de 2 par jour. La centrale d'achat des médicaments essentiels, CAME, a mis en place un dispositif de traçabilité pour éviter une déperdition du stock de masques. Les responsables des pharmacies doivent remplir un certain nombre de critères avant de renouveler leur stock, ce qui explique parfois le manque de masques dans certaines pharmacies. C'est au niveau de la commande même que ça pose le problème. Nos masques, disons, les bavettes sont limitées. Lors des commandes, on a droit à 1000. Nous sommes obligés de vendre 2 au maximum aux clients. On a 1000 masques par commande. Et dès que ça finit, on fournit l'historique de vente qui nous permet d'avoir un nouveau stock de 1000 à nouveau. Dès que les 1000 masques sont terminés, avec notre logiciel ici, on tire l'historique des ventes, ce qui prouve que nous avons vendu conformément au Conseil des ministres, c'est-à-dire 2 au plus par client. Et c'est ça qui justifie les 1000 que nous avons épuisés. Avec cet historique de vente, nous allons à la CAME pour être approvisionnés de nouveau. La particularité ici dans ces 2 pharmacies que nous avons pu visiter dans la commune de Zé, l'approvisionnement de stock de masse par pharmacie oscille entre 50 et 300 masques, soit 1 à 6 paquets de 50 masques par jour. Cependant, pour compenser la rareté de masques chirurgicaux dans la zone, la population fait recours à d'autres formes de masques. On vend les masques, mais c'est fini déjà. Premièrement, on a envoyé 300 masques et c'est fini. Les clients viennent demander, ils n'ont pas trouvé. Il y a des couturiers qui en ont fabriqué beaucoup. Donc il y a beaucoup qui préfèrent même prendre pour 100 francs que de venir chercher pour 200. Comme c'est fini, les autres, les apprentis tailleurs là, circulent partout dans les fonds et les gens prennent ça en même temps, ils portent ça. Pourquoi 2 masques au maximum par client? Le pharmacien Mathias Toro revient sur la décision gouvernementale afin d'élucider les esprits quant au droit de masque par personne dans les pharmacies. 2 c'est suffisant parce que ça va couvrir les 8 heures de travail
par jour. Parce qu'en période d'épidémie actuellement, la sortie doit être l'exception. Il vaut mieux rester à la maison et les sorties, c'est seulement pour aller travailler. Et au Bénin, c'est 8 heures de travail par jour. Donc 2 masques par jour, c'est largement suffisant. Le cordon sanitaire implique aussi la qualité des aliments à consommer. Il est fréquent de voir des citoyens prendre tout type d'aliments sans mesurer leur impact sur la santé. Quelle alimentation pendant cette période de restriction? Élément de réponse dans ce reportage de Mathieu Bocon. Le cordon sanitaire, période de baisse d'activité physique et d'anxiété, mais également de ravitaillement. C'est un moment profitable où tout se consomme sans modération. Pourtant, cela implique une bonne alimentation. C'est à cause de quelque chose qu'on appelle le cordon sanitaire. Donc, on doit lutter contre cela par tous les moyens. Et la première des choses, c'est de renforcer son système immunitaire en se basant sur les aliments riches en vitamine C, le zinc et la vitamine A. Alors, le zinc, c'est quoi? Le zinc, c'est un minéral, c'est un oligo-élément qui fait partie des micronutriments qui renforcent le système immunitaire dont le corps en a besoin. Donc, quels sont les aliments qui regroupent le système immunitaire? Nous avons du fonio blanc brut, nous avons le léré, nous avons le pois d'Angole, nous avons aussi le pois vert, nous avons le cassoulet. Quand je prends la vitamine C, nous avons naturellement notre orange, que nous prenons souvent les soirs vers 16 h. Et ce qui est dangereux, il ne faut jamais prendre l'orange les soirs. L'orange se prend au lever du soleil. Donc la vitamine C est dedans. Je prends l'orange, soit du citron avec un peu du miel, soit du pamplemousse que je prends le matin pour commencer la journée. Outre ces éléments alimentaires, le nutritionniste ajoute. Et à midi maintenant, je me retrouve avec les protéines qui se retrouvent. Je prends par exemple le cassoulet, le haricot noir, le pois vert, l'haricot vert. Tout ça, c'est du zinc. Le corps en a besoin. Et le soir maintenant, je prends naturellement un bon poisson, peut-être du poisson d'Oevi ou bien du tchawa. Et je prends ça avec un peu du moyo, un peu d'acassa pour dormir. L'alimentation comprend une part de plaisir, mais aussi d'inquiétude, souligne Patrick Zinvoedo en cette période sensible. C'est un moment où il y aura la prise de poids. Parce que tu manges et tu vas te dire, bon, je n'ai pas d'activité, je ne fais rien, bon, je mange ce que je veux. Tu as des problèmes d'obésité. Nous avons le poids, surpoids, obésité. Actuellement, d'autres seront déjà dans le surpoids parce qu'ils ne travaillent pas. Donc, quand ils trouvent quelque chose, ils mangent. Et tout ce qu'ils mangent, ça leur crée encore des problèmes de santé. Se nourrir est l'un des besoins fondamentaux de l'homme. Il est encore mieux de contrôler son alimentation pendant cette période où le cordon sanitaire est encore exigé. Et comment se porte donc le marché des fruits et légumes pendant cette période de mise en œuvre de cordon sanitaire? Que ce soit à Cotonou ou à Parakou, les avis des vendeurs sont presque unanimes. Rares sont les clients qui viennent encore s'approvisionner. Suivez. Des fruits et des légumes disponibles en quantité dans les marchés de Cotonou et de Parakou en attente de clients. Le cordon sanitaire, une des raisons principales. Ça ne va pas, il n'y a pas le marché. Même difficilement, même quand on trouve les marchandises là. Parce qu'on dit que les gens ne traversent pas tout ça là. C'est difficilement pour nous qu'on trouve ça. Avec ça, il n'y a pas le marché. Il n'y a pas les passagers qu'on va trouver les clients. Souvent, c'est avec les passagers qu'on profite. Ils avaient dit que personne ne sort, donc les jardiniers ont cessé de produire ces genre de trucs là. Donc le prix a augmenté. Et des fruits, d'autres fruits, par exemple l'avocat, c'est importé, donc le prix a augmenté. Parce qu'ils ont fermé les frontières et le prix a augmenté. La façon dont on achetait ça là, le prix a monté. Des clients qui se font de plus en plus rares avec cette mesure barrière. Une mesure salutaire, mais qui n'est pas sans conséquences économiques. Les gens ne viennent plus actuellement et si on dépose les marchandises, ça se gâte. Forcément, tu es obligé de vendre ça au prix que les clients disent. La santé n'a pas de prix, dit-on. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. On se débrouille comme ça, on n'a pas de choix. Ce que tu es habitué à vendre là, tu ne peux pas laisser ça. Oui, malgré ça, on se force à vendre. Parce qu'on ne peut pas laisser, on a des clients qui viennent acheter, on ne peut pas laisser. Le marché des fruits et légumes n'a pas échappé au cordon sanitaire. Toutefois,
il est recommandé d'en prendre assez, selon les nutritionnistes. On va à présent dans le secteur de l'éducation où en attendant la reprise officielle des cours, Éléonore Yahi-Ladécan invite les enseignants à mettre à la disposition des étudiants les cours en ligne. Une équipe de notre rédaction a recueilli l'avis de certains responsables d'universités. Voici le compte rendu de Mathilde Sabi et de Prudence Forgouté. La mise en ligne des cours au niveau des universités est désormais une réalité au Bénin et pour cause, le Covid-19. Cette nouvelle décision prise par Éléonore Ladécan Yahi, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a pour but de soulager les apprenants, mais aussi et surtout les parents en cette période de pandémie. Conscient de l'enjeu de cette décision, certaines universités se mettent déjà au pas pour son application. Les enseignants seront informés dans les minutes qui vont suivre. Les étudiants ont déjà été informés qu'ils doivent se prêter un peu à cela. Les enseignants seront donc conviés à mettre en ligne le contenu de leurs cours et se rendre disponible à répondre aux diverses questions, aux diverses explications que les étudiants pourront leur adresser directement. On nous a demandé d'envoyer nos cours en PDF, ce que nous allons nous atteler à faire et à déposer. Donc nous sommes à pied d'œuvre là pour répondre à la demande de notre ministre. Les responsables des réseaux GSM sont par ailleurs invités à accompagner le gouvernement dans cette décision en réduisant le coût de la connexion afin de permettre aux étudiants de continuer l'apprentissage via Internet. Je ne sais pas si aujourd'hui tous les étudiants, en fait la plupart, il y en a qui cherchent même 100 francs à manger mais qui n'en ont pas. Mais comment ils peuvent avoir le forfait? Et donc si le gouvernement peut demander à ces réseaux, par exemple, de pouvoir diminuer le coût de forfait, il va falloir peut-être penser à une disposition exceptionnelle pour permettre à ces étudiants d'avoir accès et que l'Internet soit vraiment fluide. Les responsables des universités ont invité les étudiants à plus de rigueur en cette période de crise pour faciliter la tâche aux enseignants. Dans la mise en œuvre de cette décision de la ministre, quelles sont les stratégies mises en place pour sa réussite? Une équipe de notre rédaction a rencontré le vice-recteur chargé des affaires académiques. Il est au micro de Mikaya Imoru et de Boris Sahisou. La semaine passée, il y a eu une vidéoconférence au ministère avec tous les cadres et ils se sont entendus sur un certain nombre de choses. Alors, le 8, nous avons reçu une lettre circulaire de la ministre qui nous demande d'élaborer, de mettre à disposition des enfants, des étudiants, des supports en version papier et électronique dans les universités publiques. Alors, il s'agissait de quoi? Il y avait 3 scénarios possibles. La première possibilité, c'était d'enregistrer et de retransmettre les cours en direct avec les étudiants qui seraient dans des salles espacées de 1 mètre. Le professeur serait dans une autre salle en train de faire son enseignement et il serait en train de retransmettre en direct. C'est une première possibilité. Une autre possibilité, c'est de numériser les cours. Ça veut dire en version Word, transformer en version PDF, et les stocker sur un serveur. Et ces cours seraient accessibles aux étudiants en ligne. Et une troisième possibilité, c'est de mettre en œuvre la plateforme d'apprentissage en ligne Moodle. Alors, cette plateforme existe dans nos universités. En tout cas, en ce qui concerne les 2 universités nationales les plus grandes, celle de l'UAC et l'université de Parakou, nous avons le Moodle. Et là, l'enseignant fait son cours comme s'il est dans une salle. C'est enregistré et c'est mis sur YouTube. Et vous allez, comme tout le monde, vous allez sur YouTube, vous trouvez, il suffit de connaître les liens. Alors, le Moodle existe chez nous, mais ce n'est pas tous les enseignements qui sont sur le Moodle. On a fait à titre pilote, on a commencé par étendre, les enseignants passent progressivement pour mettre leurs cours en version numérique. Donc certains cours sont déjà disponibles sur le Moodle. Mais
À la réception de la note circulaire de la ministre, nous avons envoyé un courrier au chef d'entité pour leur demander, et ça au plus tard le 14 avril, ils devraient mettre à disposition, dire aux enseignants de fournir leurs cours, tous leurs cours en version numérique. Même si c'est version Word, ils doivent le faire. Donc le point sera fait tout à l'heure pour vous dire quels sont les enseignants quels sont les enseignements qui sont disponibles en version numérique. S'il y a une information, nous les répercutons sur les responsables de bureau d'entité, c'est-à-dire les responsables d'étudiants de chaque entité. Eux, ils ont leur système interne pour faire passer le message. Ce qui est sûr, si nous disons aux étudiants le lundi prochain ou bien telle date, vous devez venir pour suivre les cours dans telle condition, il n'y a aucun problème, nous pouvons joindre les étudiants. Et pour finir, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a fait le bilan au niveau de son département. Il était ce mercredi sur l'émission Rupture en 4, le temps des moissons. Au bout de 4 années d'activité, on note des avancées, surtout dans le secteur des produits céréaliers et de la pisciculture. Voici le compte-rendu de Stanislas Amois. Gaston Dossoui se prête à l'exercice du bilan au niveau de son portefeuille ministériel. Après 4 ans d'exercice du pouvoir, l'un des défis majeurs était l'assurance de la sécurité alimentaire. À ce niveau, il a fallu une institutionnalisation du secteur. Le secteur agricole, depuis l'avènement du président Talon, se positionne comme le principal levier du développement économique, de création de richesses et d'emplois. De toute façon, cette approche s'est appuyée sur une dynamique nouvelle de développement des filières agricoles instaurées au fin d'une meilleure valorisation de nos espaces agricoles, de nos territoires. Pour ça, il a fallu mettre en place un nouveau cadre institutionnel, séparer les fonctions régaliennes de l'État à travers les directions départementales de l'agriculture des fonctions d'appui, conseil aux producteurs gérés par les directions départementales de l'agriculture. La production et la transformation des céréales produites au Bénin, l'organisation des foires agricoles ont constitué des facteurs déterminants dans le renforcement de la sécurité alimentaire. Le consommé local a intégré peu à peu les habitudes. Oui, ce que nous avons fait davantage sur le riz, c'est la transformation du riz, le décortiquage. Et au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'ONG, l'État lui-même a aidé les petites organisations de transformateurs de riz, les USOP et autres unités de transformation, à disposer de trieurs optiques. Regardez, les femmes de mon département ont organisé une foire agricole. Le riz présenté sur ce marché a coulé comme de petits pains. Les exposants, les forains ont fait venir plusieurs chargements de riz. Et ils ont tout vendu. Pour dire que de plus en plus, je suis heureux de constater que le Béninois consomme béninois. La pisciculture, un autre secteur majeur qui a reçu le coup de fouet du ministre, les réformes introduites ont porté leurs fruits pour atteindre un résultat rapide en un temps record. Si les alevins que nous avons ne peuvent pas grossir en 4 mois, 5 mois, le pisciculteur perd de l'argent. Or, jusque-là, les alevins, les géniteurs que nous avons vieilli, nous avons donné 2 licences d'importation de géniteurs. Et aujourd'hui, ceux-là travaillent. Et il faudrait que chacun d'eux puisse avoir, disons, 30 000, 40 000 géniteurs pour nous permettre de les utiliser périodiquement, disons, de façon alternative, en laissant les géniteurs au repos pour un temps et en produisant. En ce moment-là, nous avons des alevins de très grande qualité pour grossir rapidement en 4-5 mois maximum. En gros, le département de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche a connu un essor rapide, avec des impacts positifs en 4 ans sous la rupture, avec en prime de belles perspectives. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.